Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Game Next Door, un épisode où on va parler de nous, de vous et de eux. Les pronoms dans le jeu vidéo. On n'a pas dit que la saison 2 serait bien, hein. Récemment, un article du Monde Pixel aura fait jaser par sa proposition de 10 jeux qui montrent le jeu vidéo autrement. Une liste qui comportait des jeux, ouvrez les guillemets, intelligents, poétiques et engagés, fermez les guillemets, pour montrer que le jeu vidéo peut être autre chose que, ouvrez les guillemets, idiot, vain et mercantile, fermez les guillemets. Merci. Un article qui n'est pas sorti à garde du derrière d'une vache, mais qui fait suite à un autre article publié précédemment, qui avait pour objet de discussion un sondage exposant que 90% de la population ne considérait pas forcément le jeu vidéo comme un objet culturel. Et après une vague de commentaires de joueurs un peu tristounets devant ce constat, les journalistes du Monde décidèrent de remettre les pendules à l'heure, en tout cas à l'heure qui leur semblait être pertinente. Un article un peu tutut avec les grosses cartouches de ces derniers temps. The Witness, Journey, Soldat Inconnu, Firewatch, c'est tout le gratin du jeu vidéo non violent qui a été sélectionné comme un joli stock de contre-arguments à balancer à la tronche des profanes. Car oui, le dénominateur commun de ces 10 jeux est bien la non-violence. Et c'est là que nos cœurs de joueurs se sont serrés et que nos cerveaux se sont donc réveillés. Parce que oui, comme la plupart des joueurs, en général, on est en mode veille, un peu abruti par nos écrans. Alors l'idée n'est pas de lancer une vendetta sur l'article, mais il y a tout de même derrière la démarche un propos qui, disons, nous chagrine un peu. Le constat qui est fait ici est que les gens ont une mauvaise perception du jeu vidéo. Ce qui est très probablement vrai. Or la réponse à cette mauvaise perception, c'est d'en donner une autre grâce à une liste soigneusement établie qui omet volontairement une immense partie du jeu vidéo. Alors on n'ira pas jusque dire que c'est malhonnête, mais disons que c'est au mieux assez partial. Et c'est d'ailleurs là-dessus que se sont focalisées les quelques attaques faites à l'article. Et je comprends qu'on puisse avoir du mal avec le poétique, engagé et intelligent. Poétique, ok, Journey c'est poétique. Engagé, ok, Soldat Inconnu c'est pacifiste donc engagé. Mais intelligent, ça veut dire quoi un jeu intelligent? Au regard de la liste, j'imagine que The Witness est ce qu'on entend par jeu intelligent. Est-ce que c'est parce que le jeu fait réfléchir, ou est-ce que c'est parce que son game design est intelligent? Aucune idée. Mais je suis ok pour dire que The Witness est un jeu intelligent. Mais si on prend Doom du coup, est-ce que Doom est un jeu bête? Car même si c'est moins évident, il fait aussi réfléchir le joueur, qui doit s'adapter en fonction des compositions de démons auxquelles il fait face et de l'architecture des arènes, le tout dans une frénésie plus ou moins maîtrisée. Le level design est malin et récompensant, et j'imagine mal une armée d'abrutis arriver à un tel résultat. Mais Doom n'est pas sur la liste. Ah non, puisqu'il est violent. Eh oui. Ce qui est assez incongru, c'est que l'article explique que si le jeu vidéo est mal perçu, c'est avant tout parce qu'il est méconnu, d'où la liste. Ainsi, la mauvaise perception du jeu vidéo n'est donc qu'un symptôme d'un problème plus profond, ce avec quoi je suis bien d'accord. Et du coup, il faudrait peut-être s'intéresser à ce problème-là. Pourquoi les gens connaissent si mal le jeu vidéo? Et si une partie de la réponse se trouve sûrement du côté de l'image qu'en renvoient les médias, il me semble difficile de l'invoquer comme unique frein à la pratique et donc la connaissance du jeu vidéo. Peut-être oublions-nous trop facilement ce qu'implique cette pratique et ce qui la rend si obscure et lointaine pour une grande partie de la population. Recollons les morceaux ensemble. Depuis que nous travaillons sur Game Next Door, nous nous plaisons à dire qu'il n'y a jamais eu de meilleure époque que la nôtre pour jouer aux jeux vidéo. Jamais les expériences n'ont été aussi diversifiées, jamais le jeu vidéo n'a été aussi accessible. D'abord grâce aux différentes plateformes disponibles, mais aussi grâce aux modèles d'achat proposés. Il y en a pour tous les goûts, toutes les bourses et tous les emplois du temps. Internet a aussi bien sûr révolutionné notre manière de consommer, de nous informer, et tout est à portée de main pour peu qu'on soit curieux. Sans oublier de mentionner le jeu en ligne, l'e-sport, le dématérialisé et le partage de nos expériences sur les réseaux sociaux en témoigne l'existence même de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Un petit panel d'arguments qui aura déjà de quoi fermer le clapet des adeptes du c'était mieux avant. Et en plus, ce qui était supposément mieux avant est toujours disponible aujourd'hui, et même plus accessible que cela soit sur le plan financier ou matériel via l'émulation. Après, si vous êtes dans le brocante game, là c'est un autre problème. Ainsi que vous soyez une gameuse affirmée, adepte de RPG sans sauvegarde, ou un hipster moustachu plutôt branché expérience contemplative, vous avez normalement quelque chose à vous mettre sous la dent. Et comme dirait l'autre, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et là, on dit qu'en fait non. Effectivement, on dit qu'en fait non. Le problème, c'est que si tous les arguments que je vous ai cités fonctionnent, c'est parce que nous sommes déjà joueurs. Car le simple fait de dire qu'il n'y a jamais eu de meilleure époque que la nôtre pour jouer aux jeux vidéo implique que nous possédions des points de comparaison, déjà de par notre parcours, mais aussi grâce au retour d'expérience de nos aînés qui enrichissent indirectement les nôtres. Et tout ça fait que nous avons une certaine perspective sur la réalité du jeu vidéo, et ce qui est vrai pour nous ne l'est peut-être pas forcément pour vous, et encore moins pour eux. Non mais t'es chiant avec tes pronoms là, tu parles de qui? Les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo. Ah, eux. Oui, eux. Parce que si on se place du point de vue du non-joueur, toutes les choses merveilleuses que je vous ai citées ne le sont plus tout à fait. Prenez par exemple
exemple la diversité des jeux. Ce qui fait notre bonheur peut devenir aussi un énorme frein pour les nouveaux venus. Comment faire son choix devant les quelques milliers de jeux qui sortent maintenant chaque année? Par où commencer? Et tu peux prendre chaque argument un par un, c'est festival. Par exemple, les plateformes. Est-ce qu'il faut jouer sur PC ou sur console? C'est quoi la différence entre une 360 et une One? Est-ce que je peux mettre des jeux Wii U dans une Wii? C'est quoi la différence entre Smash Bros Wii U et Smash Bros 3DS? Les prix. Pourquoi il y a des jeux à 3€ et d'autres à 60? Est-ce que c'est une question de contenu? Est-ce que c'est parce qu'ils sont moins longs, qu'ils sont moins bons? Les jeux gratuits le sont-ils parce que c'est moi le produit? Même pour nous, c'est pas évident. Les dénominations. C'est quoi un jeu d'aventure? C'est quoi un point and click? C'est quoi la différence avec un FPS alors que je pointe et je clique aussi? Bon, là j'avoue, on troll un peu. Ça veut dire quoi roguelike? Ça veut dire quoi RPG? Comment ça se fait qu'un jeu peut être les deux à la fois? Est-ce que je peux jouer avec d'autres gens? Pourquoi sur console je dois payer un abonnement mais pas sur PC? Et c'est qui ce Twitch? Et tout ça n'est qu'une petite ponction des problématiques qui peuvent venir si vous décidez de vous mettre aux jeux vidéo. Sans mentionner bien sûr le problème matériel. Si demain Hervé veut jouer à The Witcher 3 parce qu'il a vu que c'était le jeu de l'année dans le Figaro, il va devoir casquer le jeu et décider entre acheter une console ou upgrader son matos informatique. Le genre de dilemme qui lancera une nouvelle guerre sur le forum où il aura le malheur de poser la question. Un frein massif que peu d'autres médias imposent aux nouveaux entrants. Non seulement le jeu vidéo est de plus en plus nébuleux, mais en plus c'est un médium qui nécessite un certain matériel pour pouvoir exister. Ajoutez à cela qu'il est intimement lié aux nouvelles technologies et aux pratiques sociales qui les entourent, et vous obtenez un truc aussi énigmatique pour les non-initiés qu'un monolithe noir pour une clique de singes agités. Et si nous ne faisons plus vraiment attention à ces problématiques, c'est qu'elles sont ancrées dans nos habitudes de consommation, et on a vite fait d'oublier qu'il nous a fallu des années pour passer de nos cartouches de Game Boy à nos clés Steam, et qu'on a grandi avec le nombre de polygones. Et ce qui est vrai pour nos habitudes de consommation, l'est peut-être aussi pour nos habitudes de jeu. Eh ben, c'est pas trop tôt. De quoi? On va enfin pouvoir parler de game design. Pour rester sur l'article du Monde, on va prendre 2 jeux dans leur liste et gratouiller un peu pour voir ce qu'ils nous racontent de notre expérience de joueur, Journey et The Witness. Déjà parce que je les ai faits et qu'en plus je les ai grandement appréciés et du coup plus ou moins analysés. On commence donc par des petites présentations easy mais sans wiki. Journey est un jeu d'aventure contemplatif qui offre tout simplement un voyage à travers un univers onirique, le tout sublimé par des musiques grandioses. On traverse ce périple avec des inconnus rencontrés au hasard et avec lesquels on ne peut interagir que par le biais de signaux sonores. The Witness, quant à lui, est un jeu à monde ouvert avec des puzzles qui reposent sur le principe de se balader et de tracer des traits, principe qui va se complexifier et se diversifier en fonction de l'ajout de nouvelles règles logiques et ou environnementales, le tout en nous guidant à travers l'île énigmatique et colorée de Jonathan Blow. Des jeux à la proposition différente mais qui fonctionnent tous deux sur la base d'un gameplay assez minimaliste. Minimaliste ne voulant pas dire simpliste, on est d'accord. Dans les deux cas, on se retrouve balancé dans un lieu inconnu sans la moindre info sur ce qu'on fout et doit foutre là. Pas un mot, pas de boussole, pas d'objectif qui arrive sur la TH, que dalle, à part une montagne qui trône fièrement devant nous. Pas d'indication non plus sur ce qu'on peut faire avec notre avatar, ni d'ailleurs sur ce qu'il ou elle est réellement. Et c'est super cool parce que ce sont des jeux qui dialoguent avec le joueur uniquement par l'interaction. The Witness construit tout son discours à travers ses puzzles, sur le fait de comprendre mais aussi de se laisser le temps, d'échouer, d'aller voir ailleurs avant d'y revenir. Journey, lui, fait place à la contemplation, et la simplicité des interactions avec l'environnement et les autres joueurs permet d'aboutir à une expérience à la fois universelle et personnelle. Mais tout ça, je peux le déceler parce que j'ai joué à d'autres jeux, j'ai donc d'autres clés de lecture. Et du coup, ce minimalisme dans le design, j'en comprends les intentions, et sans être paumé. Alors que pour un non-joueur, ça peut paraître extrêmement déstabilisant. Quand tu connais pas trop, je suis pas sûr que l'errance et la contemplation fassent partie de tes attentes premières venant d'un jeu. On ajoutera qu'il y a eu des joueurs qui se sont fait tartir sur Journey et que d'autres ont été vivement rebutés par The Witness. Et il y a pas mal de chances que des non-joueurs puissent eux aussi avoir ce ressenti. Et puis comprendre en quoi les interactions sont porteuses de messages, c'est pas forcément inné. Le jeu vidéo a son propre langage et comme tout langage, il nécessite d'être appris et pratiqué pour en saisir les subtilités. Et cela demande en plus une certaine capacité d'adaptation et une bonne dose d'intuition, chose que tout le monde ne possède pas. Si vous faites découvrir un jeu vidéo à un enfant, il y a de grandes chances qu'il comprenne vite ce qu'il y a à faire et s'adapte aux exigences du jeu. Parce que les enfants, c'est des putains d'éponges, des machines à apprendre. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous ont commencé le jeu vidéo étant enfants. Alors que quand t'as passé la trentaine, ça rentre vachement moins bien. C'est comme ça. Et si la compréhension d'éléments de game design peut presque devenir inconsciente chez un joueur, on peut définitivement pas affirmer que c'est vrai pour tout le monde. On se rend alors compte par exemple du défi que représente la création d'un bon tutoriel qui devrait satisfaire à la fois le hardcore gamer et le papa pantoufle qui débarque. Hardcore gamer, une bien belle étiquette formatée par le marketing baveux que les joueurs se collent fièrement sur le front, tout un symbole. L'apprentissage constant des mécaniques de jeu, s'il fait clairement partie de la richesse du médium, fait aussi qu'il peut être abrupt et difficile à aborder, et le tout sans oublier qu'il n'est pas forcément évident de prendre en main une manette ou le combo clavier-souris pour toucher du doigt les dites mécaniques.
Nous on a commencé, il y avait une croix directionnelle et 2 boutons. Aujourd'hui c'est un poil plus fourni. Et toutes ces raisons qui ne sont sûrement pas exhaustives font que le jeu vidéo est une pratique assez difficile d'accès, et que la violence sur laquelle on semble toujours vouloir se porter paraît presque anecdotique une fois qu'on a décortiqué le tout, même si elle reste bien sûr plus facile à décrier et à illustrer. Mais même là-dessus, faut qu'on reste nuancé. De quelle violence parle-t-on? Est-ce que les gens veulent réellement de l'aseptiser à fond et tombent en PLS à la moindre torgnole? Ou sont-ils simplement dérangés par le délire un peu militaro-politique du peu qu'ils voient du jeu vidéo? Ou par le côté un peu sulfureux provocateur d'un GTA? Ou un surplus de gore pas forcément nécessaire? Il y a plein de violences différentes, graphiques ou psychologiques, et on peut accepter que des gens n'aiment pas telle ou telle forme de violence. Mais encore une fois, on ne peut pas exiger cette nuance de la part de gens qui ne peuvent pas la connaître. Et vous me direz, ok Hugo, mais maintenant on fait quoi? Tu veux dire que le jeu vidéo est devenu trop compliqué pour qu'on puisse s'y mettre? Que la situation est bloquée? Franchement, je suis désolé, mais vous êtes un peu malhonnête sur ce coup-là. Moi je connais plein de jeux qui pourraient permettre aux gens de s'initier aux jeux vidéo. Et je vous répondrai que moi aussi. Et moi aussi. Et eux aussi. On pourrait sûrement s'amuser à faire un top 10 des meilleurs jeux pour découvrir le jeu vidéo, avec du Chrono Trigger, du Rayman Origins, du Portal, du Wind Waker, du Mario Galaxy, du Bioshock, du Inside, du Downwell, du Resident Evil 4, du Hearthstone ou du Overcooked. Mais on resterait toujours dans la même démarche, tenter d'amener le jeu vidéo aux gens en essayant de le réduire, de l'échantillonner presque pour arriver à un petit package que nous, on trouve approprié, une espèce de fenêtre qui ne donnerait pas un aperçu du jeu vidéo en général, mais de notre jeu vidéo. Alors que si ça se trouve, un bon gros StarCraft 2, et c'est parti. Peut-être, ça dépend pour qui. Il nous a fallu des années pour construire nos goûts en matière de jeux vidéo, pour apprendre à nous connaître et pour mieux envisager ce qui peut nous plaire ou non. Et si présenter ce que l'on considère comme le meilleur du jeu vidéo à quelqu'un pour lui donner envie de jouer est une idée séduisante, elle n'est peut-être pas la plus pertinente. Car au final, il n'y a pas une ou 10 portes d'entrée possibles aux jeux vidéo, il y en a des centaines. Mais peut-être ce qui importe le plus, ce n'est pas la porte que l'on choisit, mais avec qui on la franchit. Parce qu'on est prêt à parier que 99% d'entre vous ont découvert le jeu vidéo grâce à quelqu'un. Une grande sœur, un cousin, un voisin, des amis, peut-être même vos parents, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez partagé vos premières expériences de jeu. Et c'est bien ce partage qui nous semble être le meilleur moyen de découvrir le jeu vidéo. Et cela implique une démarche différente. Au lieu d'essayer d'amener le jeu vidéo aux gens, il faut essayer d'amener les gens au jeu vidéo. Et la différence, c'est qu'on doit d'abord s'intéresser à eux avant de se pencher sur quel jeu on va leur faire jouer. Essayer de connaître leurs attentes, leurs préférences, est-ce qu'ils ont plutôt envie de jouer à un jeu d'adresse? Est-ce qu'ils veulent de la réflexion? Est-ce qu'ils préfèrent un jeu où ils peuvent coopérer ou plutôt s'affronter? Autant d'attentes qui se retrouvent dans leur personnalité et peut-être déjà dans leur passion. Et c'est à nous, joueurs, d'être attentifs et à l'écoute pour trouver les meilleurs compromis. Des compromis qu'on ne peut faire qu'en étant avec les personnes, en échangeant avec eux. Et si un article nous donnera au mieux de quoi élargir nos connaissances, c'est bien de nous que viendra le changement. Chacun peut participer en accompagnant les nouveaux venus et en acceptant également qu'ils ne perçoivent pas immédiatement dans le jeu vidéo ce que nous y trouvons personnellement. Pour transmettre, il nous faut laisser apprendre comme nous avons appris. Et puis si réellement les gens n'ont pas envie de s'y intéresser, on ne va pas les forcer, mais essayons de rester un peu accueillants, parce qu'il me semble tout de même assez cavalier d'afficher partout qu'on traite les nouveaux venus de gros noobs, et après venir mouiner que le jeu vidéo est pas assez pratiqué puis mal perçu. Et si on veut que le jeu vidéo soit traité avec bienveillance, essayons d'en faire autant avec les gens qui n'y jouent pas encore. Même ceux qui disent que ça pervertit et abrutit la jeunesse? Ah non, chez eux, il n'y a plus rien à sauver, hein. Merci d'avoir regardé cet épisode de GND, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura su nourrir quelques réflexions. Racontez-nous comment vous avez découvert le jeu vidéo dans les commentaires et partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent nous raconter comment ils ont découvert ça, ou qu'ils le découvrent. Et avant de finir, c'était le premier mois financé par les tipeurs, on vous remercie du fond du cœur et on espère que ce contenu aura été et continuera d'être à la hauteur de votre soutien. Et on vous dit à bientôt et cœur sur vos manettes.